Bonsoir. Faire des films est un métier violent et fragile. Rien n'est jamais acquis définitivement. Je crois bien d'ailleurs que c'est cette situation de funambule qui me maintient en vie. L'auteur de ces mots, vous l'aurez compris, est un cinéaste. Un cinéaste à part dans le paysage cinématographique français, éclectique et prolifique. Il tourne au moins un film par an et on lui doit entre autres Les Bronzés, Les Spécialistes, Le Mari de la Coiffeuse, Les Grands-Ducs, Ridicule, La Fille sur le Pont, Félix et Lola, La Veuve de Saint-Pierre, L'Homme du Train. Patrice Lecomte, bonsoir. Bonsoir. Alors, je suis désolée, je ne pouvais pas citer les 22 films. J'ai dû faire une petite sélection. Elle vous plaît, ma sélection? Oui, elle me plaît d'autant plus que vous avez cité un film dont je sais que vous l'aimez bien Oui. et que personne n'a jamais vu, parce que c'est un film qui est passé complètement à l'as. Si, moi. Oui, je sais. Qui est Félix et Lola, avec Philippe Torreton, qui est le parrain de cette émission, et qui est un acteur que j'aime passionnément. Et ce film, il m'arrive de le citer, et on me dit « Pardon, quel film ?» Je dis « Félix et Lola ». « Ah, je ne savais pas que vous aviez fait ça. » Et en fait, le film, il est passé comme ça. Alors, pour vous dire quand même que quand j'ai voulu aller voir Félix et Lola, j'habitais à Lyon à l'époque, il a fallu se battre pour trouver une salle qui diffusait ce film avec quand même Philippe Torreton, Charlotte Gainsbourg, il y avait Bachung, enfin, il y avait du beau monde, quoi. Enfin... Ben oui, mais voilà, il y a des choses qui marchent, qui intéressent, et des choses qui ne marchent pas, qui intéressent personne. Ben, ce film n'intéressait personne. Ben voilà. Il ne reste plus que nos yeux pour pleurer. C'est bien dommage. Alors vous dites souvent que vous devez tout à l'équipe du Splendide. Ce sont eux qui vous ont révélé en tant que réalisateur parce qu'ils vous ont imposé sur Les Bronzés. Donc finalement, effectivement, vous leur devez tout. Est-ce que vous êtes conscient d'avoir donné le ton à toute une génération du phénomène que ça a entraîné? Et encore aujourd'hui, hein, on a plein de gens qui vous citent les répliques des Bronzés. Non, il y a un truc qui est assez rigolo. C'est que... en tout cas, quand on était en train de tourner Les Bronzés, et je m'en souviens comme si c'était hier, parce que c'était juste avant-hier, donc c'est pas loin, Les Bronzés font du ski. En tout cas, quand on faisait le premier, le deuxième, on connaissait déjà un peu le succès du premier. Mais à aucun moment, on pouvait imaginer, prévoir que ces films-là traverseraient les générations à ce point. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gosses, pas des bouts de chou, mais enfin, il y a des gosses de 10 ou 12 ans, quoi, qui connaissent ces films-là. Qui débitent les répliques par cœur, qui connaissent ces deux films-là, qui connaissent Le Père Noël est une ordure, de Jean-Marie Poiret, qui est pour moi un chef-d'œuvre absolu. Je me demande si c'est pas ce qu'ils ont fait de mieux, Le Splendide. Et de penser que ces films-là, quand on les faisait, seraient un jour ou l'autre des films, enfin j'ose pas dire films cultes, parce que c'est un peu prétentieux, mais... Si, c'est un... Si, parce que s'ajoute à ça un autre phénomène très bizarre, c'est que tous les acteurs du Splendide, quand on a fait les Bronzés, ils étaient acteurs de café-théâtre. Ils cachetonnaient à droite à gauche dans les trucs, des films des autres, etc. Mais aujourd'hui, ils sont tous vedettes. Et il n'y en a pas un seul qui soit resté sur le carreau. Et ça, rétroactivement, c'est saisissant, quoi. Jamais on pouvait soupçonner une chose pareille. Alors, sur ce film-là, vous ne cadriez pas, vous étiez réalisateur, mais finalement, assez rapidement, vous vous êtes mis au cadre vous-même. C'est par besoin de quoi? De caresser les comédiens? C'est pour... Parce que vous êtes, on aura l'occasion d'en reparler, vous avez une sensualité quand même, et qui se voit dans vos films, en tout cas, moi, je trouve. Et sûrement, peut-être parce que vous faites le cadre. L'idée de cadrer soi-même, ça me démangeait. C'est évidemment pour être plus proche des acteurs et des actrices. Et j'ai toujours rencontré des acteurs et des actrices qui adoraient être filmés directement par le metteur en scène du film. Donc c'est toujours assez bien vu, quoi, hein. Le fait est que si on est acteur, qu'on joue et qu'on sait que le type qui est derrière la caméra, qui nous scrute et qui nous regarde comme ça, c'est le mec qui est en train de faire le film, c'est quand même mieux que d'imaginer le réalisateur à Pétaouchnok devant un écran de contrôle et qui parle fort pour dire « refais ça ma chérie », mais plus... Voilà, donc les acteurs adorent être filmés par le metteur en scène. Et bizarrement, il y a très peu de réalisateurs qui cadrent eux-mêmes. Je ne sais pas pourquoi ni comment. Mais enfin, c'est comme ça. Il y en a quelques-uns, mais on n'est pas nombreux en France et encore moins à l'étranger. Et puis d'autre part, le fait de cadrer moi-même, c'était pour contrôler... Enfin, j'aime pas beaucoup déléguer, quoi. Donc j'aime bien faire les choses par moi-même et d'expliquer à quelqu'un, voilà ce que je veux, je voudrais que ce soit comme ci, comme ça. Je gagne un temps fou à le faire moi, quoi. Et puis c'est peut-être mon passé de dessinateur. Enfin, j'aime... Parce que vous avez commencé dans la bande dessinée. Oui, mais j'aime la mise en page, quoi. Inscrire dans un carré, enfin un rectangle en l'occurrence, puisque je tourne mes films en scope, inscrire dans un rectangle
ce que je vois, ce que j'ai envie de filmer, ça m'excite beaucoup, beaucoup. Vous disiez que vous ne savez pas déléguer. Je sais d'autre part que vous êtes un boulimique du travail. On vous retire votre caméra, on vous retire les projets parce que quand vous montez un film, vous êtes en train d'en écrire un autre. Quand vous écrivez un, c'est que vous êtes en train de tourner. Enfin, vous êtes toujours en train de bosser. On vous retire ça. Vous êtes l'homme le plus malheureux de la Terre. Ouais, c'est vrai que je suis un peu fêlé. Et je pense même être un petit peu chiant pour mon entourage. Je veux dire par là que je suis un peu fêlé parce que je pense que ce qui me... La peur de manquer est ancrée en moi d'une manière terrible, quoi. La peur de manquer, pas de manquer d'argent, non, de manquer d'activité, la peur du vide. Le fait de travailler autant, c'est parce que j'adore ce que je fais. Je n'ai pas de mérite, je fais un métier absolument formidable. Si j'étais caissière à Euromarché, peut-être que j'aurais plus de mal à être motivé par ce que je fais. Mais je fais du cinéma, j'en rêvais depuis toujours et le cinéma me rend heureux. Donc c'est vraiment très très chic, je m'en rends compte. Mais je travaille beaucoup parce que j'ai besoin de savoir ce que je vais faire demain et après-demain, c'est-à-dire dans 1 an et dans 2 ans. Et là, c'est vertigineux, mais je sais ce que je fais pour les 3 années à venir, quoi. Mais alors si justement je vous retire votre caméra, je vous retire vos projets et je vous dis, Patrice, vous allez prendre une année sabbatique. Vous allez me dire, oui, Emmanuel, alors vous faites quoi de cette année sabbatique? J'ai réfléchi à ça déjà parce que je pense que ça peut m'arriver un jour ou l'autre. Non pas de prendre une année sabbatique, mais de prendre un reste de vie sabbatique. Je pense vraiment qu'à force de remonter le ressort trop, je ne vais pas m'écrouler comme une crotte et tomber. Ce n'est pas ça, mais à force de remonter le ressort, comme sur les jouets. Un jour, il va casser? Oui. Et ce ne sera pas grave. Ça voudra dire simplement que je me vois assez bien me réveiller un matin en n'ayant pas envie de remonter le ressort. Et de me dire, ça va, j'ai bien donné, ça va. Alors, je ne sais pas, et d'arrêter tout. Donc, de prendre un reste de vie sabbatique. Je ne sais pas si ce sera dans la semaine prochaine ou dans 10 ans. Hein. Non, je ne sais pas. Et vous ferez quoi alors de ce reste de vie sabbatique? Alors, en ce qui concerne une année sabbatique, comme vous le proposez, je pense sincèrement que pendant le premier mois, je ferai rien, mais rien de rien, archi rien. Vous allez déprimer, Patrick? Non, pour voir justement si je peux tenir le coup. Pour voir si en glandouillant, en traînant, en laissant passer des heures lentes, si je pourrais, m'émerveiller de ne pas être actif du tout, du tout. Alors, 1 mois. 1 mois, et après? Et après, je pourrais très sincèrement faire ce que je n'arrive pas à faire, et c'est de mettre mon temps, les 11 mois qui restent de cette année sabbatique, de les mettre à disposition de n'importe quelle organisation humanitaire, qu'on me dise, vous partez là-bas parce qu'il y a ceci, ou venez nous aider là, d'être utile aux autres, et d'arrêter de penser à moi, à ma famille, à ma petite cellule, que j'adore, hein, c'est pas la question, mais d'ouvrir les cercles, quoi. Alors si vous faites ça la même année que Jacques Weber, vous pourrez partir ensemble, parce qu'il avait eu la même réponse que vous. Il est né à Tours, centre de la France et pays de la douceur de vivre. Son caractère s'est imprégné de cette sérénité qui lui confère une force d'âme bien utile dans les moments difficiles. Tel le roseau, il ploie mais ne rompt pas. Patrice Lecomte, votre enfance protégée, aimante, a fait de vous un petit garçon rêveur qui vous a ensuite amené à devenir le cinéaste que vous êtes? Rêveur, j'ai toujours été, oui. Ouais. J'ai toujours été rêveur parce que j'ai toujours imaginé que le rêve n'avait pas de limite, quoi. Pas plus qu'imagination. Et que la vie quotidienne et le monde qui nous entourait était un très très bon marchepied, tremplin pour partir à Pétaouchnok, dans des rêveries, justement. Et puis c'est vrai que à Tours, on a eu, je dis on, mes frères et sœurs, c'est pareil, une enfance et adolescence assez protégée, assez en vase clos, mais dont je ne souffrais pas, moi en tout cas, pas du tout. Ça me plaisait, sinon... Mais il n'y avait pas besoin d'évasion absolue? Non, non. Non, par exemple, on n'allait pas dans les soirées, dans les surprises parties, on disait à l'époque. On sortait assez peu, et moi, je bricolais dans ma chambre, ça allait, ça me convenait. Vous aviez un surnom à l'époque qui était Babar,
Parce que vous étiez assez rondouillard. On a du mal à le croire quand on vous voit quand même. Oui, Babar était mon héros préféré et je cherchais à tout prix à le limiter. Donc oui. à être gros. Non, je ne cherchais pas à être gros, j'étais gros. J'étais un gros petit garçon. Et un gros adolescent aussi. On n'aime jamais trop voir les photos de soi, surtout au moment de la puberté, par exemple. On est difforme, affreux, enfin, puis c'est pas que des bons souvenirs. Et c'est vrai que les photos de moi à cet âge-là, c'est gratiné. Hein. Et au niveau du caractère, on vous définit en général comme quelqu'un d'assez, avec beaucoup d'humour, mais assez désinvolte en même temps. C'était déjà présent, ça, chez le petit Patrice Lecomte, l'humour et la désinvolture? Bien qu'ayant été gros quand j'étais petit, j'avais du goût pour la légèreté. Enfin, c'est-à-dire une forme d'insouciance, de faire comme si rien ne pouvait me toucher vraiment. Ce qui ne m'empêche pas d'être profondément touché par tout. Mais qu'au moins, en surface, il y ait ce côté bonne humeur, caractère équilibré. Parce qu'il y a un côté désespéré chez vous aussi. Enfin, moi, je trouve. Désespéré? Ouais. Qu'on retrouve un peu dans vos films. Et de toute façon, les personnes que j'ai pu contacter ont cité ce mot-là à chaque fois. Oui, enfin, on a tous un versant au soleil et un versant à l'ombre, hein, c'est entendu. Mais je crois pas ennuyer le monde dans la vie quotidienne. Je crois pas trop ennuyer le monde avec mon côté noir. Mon côté noir, il ressort entre moi et moi, ça me regarde. Mon côté noir, il ressort parfois dans certains films. Je l'exprime parfois dans certains films, c'est vrai aussi. Mais dans la vie quotidienne, les années passant, je deviens chiant, ça c'est sûr. Mais je ne pense pas devenir sinistre, par exemple. Enfin, non, on vous a dit le contraire. Non, on m'a pas dit sinistre. On m'a parlé de cette partie noire, très mystérieuse, que vous protégez absolument. Non, mais je ne vais pas laisser, vous savez, il y a des gens qui se promènent dans la vie en étant grand ouvert, béant. C'est pas mal, hein, bien sûr. Mais moi, j'arrive pas. C'est-à-dire que je suis pas béant, voilà. J'ai mes secrets. Il y a des trucs de ma vie que je suis le seul à savoir. Il y a une sorte de pudeur, finalement. Donc, il y a des sujets tabous chez les Lecomte, alors? Non, il n'y a pas de sujet tabou, puisqu'on ne sait même pas que les sujets existent. Ah. Bah oui. Ouais. Ce qui est vrai, c'est que j'aime pas enquiquiner le monde avec mes soucis. Des soucis, on en a tous. Des flopés, des paquets de soucis, énormes. Mais je ne veux pas imposer ça ni à ma femme, ni à mes filles, ni à mon entourage. Ça me regarde, moi. Et on me le reproche beaucoup, mes filles surtout. Me disent... Je confirme. Hein, ben oui, je sais. Confirme. Oui, mais moi, je ne veux pas les emmerder avec ça. En revanche, j'aime bien qu'elles me parlent de leurs soucis. C'est pas juste. Alors justement, vos filles, il y a Marie, il y a Alice, elles ont 10 ans d'écart. Marie a 28 ans, Alice en a 18. Marie va bientôt faire de vous un heureux grand-père. La perspective d'être grand-père, ça vous renvoie pas un petit peu à votre enfance, quelque part? Bah oui, parce que quand on avance en âge, on dit qu'on retombe en enfance, donc c'est merveilleux. Et pourvu que la naissance de ce petit enfant, le premier, précipite ce retour en enfance. Moi, j'ai jamais vraiment quitté l'enfance, en fait. Et c'est ma manière à moi d'être joyeux et prime sautier quand il m'arrive d'être joyeux et prime sautier. C'est de me revoir tout le temps virtuellement en culotte courte. Et c'est pour ça que j'ai une admiration folle pour des grands anciens comme Jean Rochefort, comme Marielle aussi, et certains autres. Qui sont des acteurs fétiches. Oui, qui ont vraiment gardé une part d'enfance intacte, quoi. Les adultes qui ont su rester enfantins, les adultes qui savent se mettre à plat ventre sur une moquette avec les jambes croisées derrière pour jouer avec ça, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Mais vous imaginez pas forcément un directeur d'une succursale BNP faire ça, quoi. Nous, on a de la chance parce qu'on fait du cinéma, alors c'est très ludique, quoi. Un peu plus extravagant aussi. Je vous avais demandé de réfléchir à un souvenir d'enfance que vous voudriez bien nous raconter. Je vais vous demander de faire ça, donc de nous raconter ce souvenir en quelques mots. Quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup dessiner, mais quand j'étais au lycée, enfin à l'école primaire, pardon, les cours de dessin me foutaient la trouille. Et les cours de dessin, ça se résumait à des tampons encreurs avec des pintades ou des poux de la fermière. Et il fallait colorier avec des crayons Caran-d'Ache. Et quand arrivait ce moment-là, qui était pourtant facile, il fallait absolument que je m'absente et que je file aux toilettes. J'ai séché systématiquement tous les cours de dessin
en classe de 10e et 9e. Et un jour, je me suis retrouvé, parce que ça me nouait vraiment, ça me tordait les boyaux. Je me suis retrouvé aux toilettes du lycée Descartes à Tours. Et mes parents nous avaient ramené du Tyrol un charmant petit pantalon en peau, avec des bretelles partout. Oui, je vois bien, oui. Et je n'arrivais pas à me reculotter. Il a fallu, c'était l'humiliation suprême, qu'à cause d'un cours de dessin, je file dardard aux toilettes, je n'arrive pas à me reculotter et qu'un peintre qui repeignait le plafond des toilettes me reculotte. Si cet homme entend ça, qu'il sache que j'ai connu l'humiliation de ma vie ce jour-là. Il y a deux sortes de croyants. Les catholiques qui croient et pratiquent, et les catholaïques qui croient à leur manière et pratiquent plutôt moins que plus. Alors mon invité lui fait partie de cette seconde catégorie et dit que beaucoup de choses l'agacent dans la religion. Patrice Lecomte, mais qu'est-ce qui vous agace tant dans la religion catholique, puisque c'est celle de votre enfance, celle dans laquelle vous avez été élevé? Mais ce qui m'agace, c'est presque violent de dire ce qui m'agace, mais quand j'étais petit, j'ai été élevé dans la religion catholique, enfant pratiquant, j'étais enfant de chœur, et même les grands services religieux où il faut faire des répétitions et où d'un seul coup on balise en disant attention, je suis avancé en même temps avec le ciel. Enfin, c'est un métier, quoi. Enfin, c'est du décorum et tout. Non, sans blague. Il y avait de la répète et tout ça. Donc j'ai tout fait bien comme il faut, avec une famille croyante, pratiquante, etc. Et puis, comme des tas de... Oh, je crois comme des tas de gens, je me suis détaché de la pratique. Au début, ça m'a coûté. Je me suis dit, tiens, pourquoi je n'ai plus à l'église? Pourquoi ça ne m'attire plus? Pourquoi j'ai plus envie? Pourquoi je m'y ennuie surtout? C'est simplement parce que je me suis dit que j'avais plus besoin de ces lieux-là, j'avais plus besoin d'un chef d'orchestre pour prier ou pour m'adresser à, je sais pas, enfin voilà. Alors, ça a été le premier détachement, avec une croyance qui est quelque part en moi, je ne sais pas exactement où, mais qui existe, parce qu'on ne peut pas compter que sur soi-même, du moins je crois. On peut compter sur les autres aussi. Mais ce qui m'énerve un peu dans la religion actuelle, sa pratique en tout cas, c'est... Enfin, les gens qui sont très religieux vont me gifler, évidemment, en disant « mais il n'a rien compris, ce mec-là ». Mais c'est comme ça que j'ai ce sentiment que le monde change très vite, ça j'enfonce une porte ouverte, et l'Église ne change pas aussi vite que le monde. Et l'Église est pratiquée par des gens qui me semblent, je ne parle pas que des prêtres, hein, mais je parle également des croyants, pratiquants, etc., par des gens qui sont quand même assez déconnectés des vraies réalités de ce monde. Je vois souvent des gens très religieux ou qui prétendent avoir une vraie conscience religieuse et qui humainement ne se comportent pas spécialement bien, moins bien que d'autres, qui ne revendiquent pas cette bannière religieuse, catholique, etc. Alors je me dis que tout ça est en train, non pas de chanceler, hein, c'est pas ça, mais tout ça est en train de battre de l'aile un peu. Donc vous quittez le navire avant que... Non, je quitte le navire, non pas avant qu'il ne coule, parce que l'Église catholique ne va jamais vraiment sombrer. Moi, je ne le souhaite pas, je souhaite pas ça, mais je suis parti sur mon bateau à moi et ça va. Mais je ne suis pas athée, je ne le serai jamais. Jamais. On ne peut pas, en cours de route, devenir athée en disant « qu'est-ce que c'est que ces trucs-là, on m'a bourré le crâne, c'est des conneries et tout ça », et partir, quitter. Non, non, non. Il y a une drôle d'histoire dans votre famille, parce que votre fille aînée a demandé à être baptisée, elle avait 10 ans, je crois, et finalement, vous avez baptisé vos deux filles en même temps. Donc je rappelle qu'elles ont 10 ans d'écart. Oui. C'était un curieux truc, c'est que au moment où Marie, l'aînée, est née, on s'est dit, nous deux, ses parents, on s'est dit, bah, après tout, non, la religion, est-ce que, bon, etc. C'était la période où on ruait un peu dans un brancard. Et on s'est dit, bah non, on ne la baptise pas. Plus tard, si elle veut se faire baptiser, ce sera sa décision à elle. Il n'y a pas de raison qu'on lui impose un baptême dont elle n'a peut-être rien à péter. Enfin bon, bref, c'est un nourrisson. Et quand 10 ans après, puisque les deux filles sont du même lit, comme on dit, quand 10 ans après, Alice est née, ben, il y a eu, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais on s'est dit que dans le fond, c'était un peu bêta-sous de ne pas baptiser les enfants, dans la mesure où nous-mêmes, nous l'avions été. Là-dessus, Marie a dit, bah oui, moi j'aimerais bien. Il y a une grand-mère qui a eu un rôle primordial quand même dans cette histoire-là. Oui, qui a une grande influence sur Marie. Marie. Oui, c'est vrai, c'est très juste.
Il y a une grand-mère qui a fait flipper Marie en disant si t'arrives à un accident, tu n'irais pas au paradis. Alors donc elle. Bon. Ah oui, enfin, moi, elle était très, très. Un petit peu la version à l'ancienne, ça. Oui, oui, enfin, elle était très cubénime. Enfin, c'était limite bondieuserie. Elle donnait des cours de catéchisme. Enfin, elle était très. Et vous, ça vous a très pas bigote, fait... quoi, presque. Même. Ça vous a pas fait revenir ces baptêmes dans le giron un petit peu des églises? Non, 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 mais parce qu'en plus, ça a correspondu à une période très, très tourmentée de ma vie de couple, j'entends. Nous sommes mariés depuis 31 ans. Vous êtes connu très très jeune. Hein. Ma femme surtout était jeune, je crois qu'elle avait 19 ans. Ouais. Donc moi j'ai 50 plus, donc j'ai 24 ans. Donc on est mariés, mais on ne peut pas vivre 30 ans ensemble sans quelques orages quand même, hein, bien sûr. C'est une belle chanson de Brel, ça. Oui, oui, j'y pensais aussi bien au même moment. Bien sûr, nous eûmes des orages. Évidemment. Et au moment du baptême des deux filles, c'était en plein orage. J'avais largement déconné, j'étais fautif. Mais voilà, on n'était plus ensemble à ce moment-là et on s'est retrouvés ensemble pour baptiser les filles. Rien que d'y penser, j'en ai la chair de poule. C'était très chaotique, quoi. Voilà, c'est donc pas une période à laquelle le baptême des filles aurait pu me remettre dans le droit chemin d'une vie de couple harmonieuse et équilibrée. Non, enfin, j'avais déconné. Je ne sais même pas si c'était des conneries. C'était comme ça, quoi. Alors, je vous ai demandé d'écrire une prière à Dieu, mais que vous croyez quand même à son existence. On va vous écouter. La moindre des choses aurait été que je la prenne par cœur, parce qu'elle est très sincère, en tout cas. Puis je me suis dit, des fois que j'oublierais des petits bouts, je préfère l'écrire. On vous écoute. C'est très sérieux, écoutez bien. Mon Dieu, pardonnez-moi de douter parfois de votre existence. Mais quand je vois à quel point ce monde ne tourne pas rond, je ne peux pas croire qu'il y ait là-haut quelqu'un qui a les pleins pouvoirs et qui ne fait rien pour arranger les choses. Oh oui, je sais. Vous préférez que nous prenions conscience par nous-mêmes de nos folies diverses. Mais vous savez bien que les hommes ne se rendent compte jamais de rien. Alors, mon Dieu, si vous existez, prouvez-le. Ne serait-ce que pour éviter que sur cette terre, des enfants souffrent et des gens meurent de faim. Merci. Vous allez la dire tous les soirs maintenant? Non, apprenez-la par cœur. Elle est pour moi? Ben, on n'a pas le droit de se passer des objets parce que ça fait des trucs techniques. On a tous les droits dans cette émission. Vous avez eu du mal à l'écrire? Pas du tout, parce que c'est vraiment ce que je pense. Et c'est ce qui me fait le plus douter de l'existence de Dieu. Et pardon, encore une fois, surtout ici. Mais merde, s'il existe, pourquoi il ne fait rien? Il peut tout faire. Pourquoi il y a des gens qui crèvent du matin au soir? Pourquoi ces injustices? Pourquoi cette violence? Pourquoi tout ça? Il suffirait qu'il lève le petit doigt pour que ça s'arrange. Pas pour que béatement on vive harmonieusement, mais qu'est-ce qu'il attend? Il attend que ça pète vraiment. Enfin, des continents entiers sont en voie de disparition. Il ne faut rien là-haut. Vous trouvez ça normal? L'intelligence se complaît en ses propres conceptions, disait un moine chartreux. Donc on a notre manière de raisonner à nous qui n'est peut-être pas la sienne, mais ça c'est un autre débat, puis malheureusement. On n'a pas le temps, mais en tout cas, merci parce que je crois que votre prière symbolise certainement ce que pensent beaucoup de gens qui, comme vous, ont lâché. Merci beaucoup, Patrice. Je vous en prie. Mon invité est connu dans le métier pour sa haine des conflits et l'immense respect qu'il porte à son prochain. Le respect d'autrui, c'est le thème que nous allons aborder avec lui. Et pour commencer, une citation. « S'entendre avec les autres est d'une importance si vitale que je ne comprends pas pourquoi l'université ne consacre pas de vrais cours à ce domaine. » Patrice Lecomte, pourriez-vous me dire de qui est cette citation? Non, pendant la lecture de la citation, je cherchais en me disant qui a pu dire ça. Quelqu'un que vous admirez beaucoup, dont on va parler très bientôt dans cette émission. Alors c'est Raymond Queneau. Eh ben non, c'est Groucho Marx. Ah bon? Et voilà, c'était l'autre. J'avais le choix, une sur deux. Ah bon, vous pouvez la redire maintenant qu'on sait que c'est... S'entendre avec les autres est d'une importance si vitale que je ne comprends pas pourquoi l'université ne consacre pas de vrais cours à ce domaine. Ah, je pense que vous plongez... Ah, c'est balèze quand même d'avoir dit ça. Je crois qu'il avait dit que des trucs... Un peu rigolo. Oui, oui, farfelu. Enfin, des trucs très drôles souvent, mais... Ah oui, c'est bien. Oui. Vous plongez, oui. Vous acquiescez 1000 fois oui sur ça. Oui, 1000 fois oui. Parce que le respect d'autrui, pour vous, c'est... Oui, enfin, c'est-à-dire que vous avez eu raison de rappeler ce que je savais, c'est que je déteste les conflits. Je sors d'un conflit
d'un conflit personnel ou d'un conflit... évidemment, il y a des conflits internationaux aussi, ça je sais, mais je parle des conflits de la vie. Des conflits de personnes. Conflit de personnes, je sors d'un conflit très, très démantibulé, quoi. Il me faut beaucoup, beaucoup de temps pour revenir à la surface. Vous rassemblez. Oui. Alors qu'il y a des gens qui sortent d'un conflit, top, 2 minutes après, c'est oublié. Et moi, je ne suis pas comme ça. Donc, je déteste les conflits parce que dans mon métier, j'obtiens toujours tout ce que je veux, à peu près. Mais toujours avec plus de ruse, que je ne suis pas forcément frontal. C'est usant? Oui, mais c'est comme ça que je me porte bien. Je trouve ça plus usant encore, les conflits. Ça me marque beaucoup. Et alors, par rapport à cette notion des vraies valeurs, quoi, hein, la valeur or, pour moi, la valeur à laquelle je tiens le plus jusqu'à mon dernier souffle, c'est effectivement le respect d'autrui. Mais pas uniquement parce que autrui m'intéresse et que je respecte les hommes, respecter son prochain. Mais c'est simplement parce que le respect d'autrui, c'est une formule magique. C'est-à-dire que, imaginez 2 secondes, fermez les yeux ou les fermez pas, mais imaginez 2 secondes, que chacun sur cette terre respecte autrui. Il n'y a plus un seul problème sur terre. Ni des problèmes de simple voisinage entre des gens qui... Bon, ça c'est des conneries. Mais il n'y a plus de faim dans le monde, par exemple. Il n'y a plus de guerre, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui va mal. Parce que si on respecte autrui, on ne laisse pas autrui crever, on ne déclare pas la guerre à autrui, on n'est pas en train de se bagarrer pour une histoire de frontières, de religion, de trucs. Le respect d'autrui est la fin de tous les maux, je jure. À condition que le respect d'autrui n'entraîne pas une certaine forme de tolérance qui pourrait aller jusqu'à l'indifférence, qui fait qu'on vit les uns contre les autres, mais pas avec les autres, et c'est invivable. Ah non, mais respecter autrui, ça mène pas à l'indifférence, c'est pas possible. Au contraire, ça témoigne d'un intérêt. Sous couvert de respecter autrui, on dit on est très tolérant, puis des fois trop tolérant, tellement tolérant, finalement, en fait, on se moque réellement de la personne qu'on a en face de soi. Vous voyez le mal partout, mais moi, je suis un optimiste. Enfin, pas vous tout êtes le temps un gentil? Non, Oh non, gentil, c'est con. Non, je suis pas un gentil. Non, je crois pas être gentil. J'ai bon fond, si vous voulez aller par là. Mais non, je ne crois pas être vraiment gentil. Je suis plus rusé et malin que vraiment gentil. Alors, vous défendez quoi? Une sorte d'humanisme tranquille, finalement? Pas tranquille, actif. Vous savez, face aux inégalités, à tout ce qui ne va pas sur Terre, on peut dire la Terre c'est beaucoup trop vaste pour moi, je n'y arriverai jamais, à quoi ça sert, comment est-ce que je peux militer pour que le monde tourne plus rond? Mais on peut tous militer pour que le monde tourne vachement plus rond. Vous l'avez fait avec des petits films que vous avez fait réaliser gracieusement pour La maladie orpheline, pour Solancy. Ah oui, mais c'est votre manière à vous de... Oui, mais cette manière... bénévole, militante, d'entraide, etc. Ça, c'est pas tellement à ça que je pense, parce que ça, c'est en mon pouvoir, faire des films pour des choses. Mais la manière que l'on a tous, les uns et les autres, d'être militants, c'est de se comporter dignement dans notre vie de tous les jours. Pas de se comporter en étant à tout prix un exemple pour son voisin, encore que, mais se comporter dignement pour s'endormir le soir en disant « je crois que je n'ai pas été un salopard aujourd'hui », simplement ça, c'est déjà énorme. Et il y a plein de gens dont je me demande vraiment comment ils s'endorment le soir. Parce qu'ils ont été des salopards du matin au soir, ou 5 minutes par jour. Des salopards ou des salopardes, hein, bien sûr, mais je parle de l'homme en général. Il y a beaucoup de gens dont je ne sais pas comment ils peuvent s'endormir. Et est-ce que vous avez une devise alors qui vous aide justement à vous endormir tranquillement le soir, qui vous aide à rester digne tout au long de la journée, enfin, ou une devise qui vous guide? Non, la devise, quand vous m'avez dit c'est quoi votre devise et tout alors c'est quoi? Ben non, il y en a une depuis toujours, c'est aucun rêve n'est impossible. Parce que ça, je suis sûr de ça. Si vous pensez que tel rêve est hors de votre portée, et vous dites « Oh ouais, mais ça, non, bon... » Alors, on part battu d'avance? Oui, c'est insupportable, ça, être battu d'avance. C'est nul, ça veut dire que vous avez... Non, je vous assure, aucun rêve n'est impossible. À condition peut-être d'avoir une certaine niaque, quand même. Oui, mais moi, je m'arrange bien avec ça, parce que je me dis que... parce que quand on veut quelque chose, ou quelqu'un, ou quand on... Tout est possible. Et quand on n'y arrive pas,
je me dis, ah ben, c'est que c'était pas le bon moment. Voilà. Donc je m'arrange. Une sorte de, il y a un petit côté fataliste dans cette Oui, mais c'est pas mal être fataliste. Parce qu'il y a les fatalistes passifs, ceux qui font rien, qui se disent de toute façon tout est écrit là-haut, alors moi je m'en fous. Et puis il y a les fatalistes actifs, dont je fais partie. Je crois au destin, je crois à tout ça, mais je crois que le destin n'est pas un ensemble de rails tout tracés d'avance et que le destin, on peut jouer avec. Je suis sûr de ça. Donc aucun rêve n'est impossible. Si on a ça chevillé au corps, ça vous donne le matin quand vous vous levez, on ne parle que de pieux là, hein. Le soir on se couche tranquille, on se réveille avec énergie, mais pardon, le matin quand vous vous levez, de se dire aucun rêve n'est impossible, ça veut dire que là, vous partez vaillant, quoi. J'allais presque dire conquérant. Et il faut l'être, sinon c'est pas la peine d'être là. Merci pour la leçon, Patrice Lecomte. C'est pas une leçon. Il a commencé sa carrière dans la bande dessinée, la poursuit avec bonheur en tant que cinéaste, mais ce serait tout aussi bien vu peintre. Ses admirations vont aux impressionnistes, parmi lesquels Albert Marquet. Je ne vais pas dire un illustre inconnu, Patrice Lecomte, mais il est quand même pas super connu. Enfin, des gens du grand public. Qui est donc Albert Marquet? Né en 1875 et mort en 1947, à Bordeaux. Qui était... Alors, non, pardon, je n'en sais pas plus que vous. Enfin, je veux dire par là que... alors, je reprends ce que vous avez dit. Non, je ne suis pas venu de la bande dessinée. J'ai tout fait pour faire du cinéma. Moi, quand j'étais adolescent, mon rêve, c'était de faire des films. Je suis monté à Paris, puisque j'étais provincial. J'ai fait une école de cinéma qui était l'IDEC. Et la bande dessinée, ça a été un avatar, une péripétie, une parenthèse, un crochet, pendant 5 ans. Un gros crochet. Oui, un gros crochet. Et quand je vous disais, oui, si je n'avais pas fait des films, j'aurais bien aimé être peintre, mais enfin peintre avec le talent d'être peintre, évidemment. Hein. Hélas, pas ce talent. C'est surtout parce que la vie des peintres me fascine. Vous savez, dans le cinéma, qui est un métier que j'adore, c'est une espèce de ruche permanente, il y a du monde tout le temps. Et quand j'imagine un peintre comme Albert Marquet, ou d'autres, bien sûr, qui sont là tranquillement, quand ils veulent, assis sur un tabouret, en pleine nature, à peindre sur le motif, avoir un paquebot s'éloigner, à faire un panache de fumée, à chercher, ça vient bien, ils sont tranquilles, tout seuls, ils doivent rien à personne, ça m'enchante. C'est sans doute parce que ma vie est un petit peu trépidante, pas trop pidante, mais trépidante, que je me dis que peintre, c'est vraiment chic, quoi. On doit se trouver tout seul, quoi. C'est bien. Alors, Marquet. Alors, vous nous avez apporté... a priori, le seul livre oui, je suis allé... Alors non, Marquet, il est mort en 47, moi je suis né en 47, donc c'est un passage de relais, si vous voulez. Non, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de rapport de cause à effet entre la mort de Marquet et ma naissance. Vous n'êtes pas sa réincarnation. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, dans une exposition, dans un musée... Celui de Bordeaux, non? Non, c'était pas à Bordeaux. Ah oui, il y en a beaucoup. Le musée des Beaux-Arts de Bordeaux. Ah, sans blague. Ah bon, je vais y aller alors. Non, et alors je passais quelques toiles en revue, comme ça, oui, bon, là, ça. Et puis d'un seul coup, je me suis arrêté devant un petit paysage de mer, avec des drapeaux, des trucs comme ça, et je suis tombé en arrêt, je suis resté scotché un quart d'heure devant ce tableau, parce que je me suis dit, ça me parle, ça évoque des choses. La lumière, il y a quelque chose de positif, il y a une interprétation, enfin bon. Je me suis approché évidemment, et j'ai lu le nom de Albert Marquet. Et depuis ce temps, c'était il y a beaucoup d'années, je me suis toujours intéressé à la peinture de cet homme-là, que le grand public ne connaît pas, alors qu'il a peint beaucoup, et c'est ça qui me plaît infiniment, il a peint beaucoup dans des ports. Il voyageait énormément avec sa femme. Un jour, par exemple, ça c'est pas des ports, mais il a peint beaucoup la Seine également, avec des interprétations très, très libres, très formidables, en s'en tenant à l'essentiel tout le temps, avec un goût de la mise en page, de la lumière, de la composition, mais sans que ce soit jamais prétentieux. C'est que sensible, que évoqué. Il y a des tons, il y a une palette incroyable. Ce mec est pour moi vraiment un génie. Et par exemple, il avait un appartement devant le Pont-Neuf, là, de l'autre côté de la Samaritaine, au 3e étage, et il se mettait sur son balcon pour peindre le Pont-Neuf et la Samaritaine. À plusieurs heures, il y a des Samaritaines de nuit qui scintillent de mille feux, et Samaritaines et les Pont-Neuf sous la neige, voilà. Et toujours le même tableau, mais à des moments différents. Monet a fait ça aussi. Alors quand je dis Albert Marquet, pardon d'être si bavard, vous me coupez la chic dès que ça vous ennuie,
Si je dis oui, Albert Marquet, c'est le plus grand, c'est parce que c'est pas très convenu. C'est parce qu'on ne connaît pas bien Albert Marquet, parce que, enfin, les amateurs d'art connaissent. Hein. Oui, mais c'est bien de le mettre à l'honneur dans cette émission. Oui, oui. Alors, évidemment, j'aurais adoré, oui, voilà. J'aurais adoré être peintre si j'avais été Albert Marquet. J'aurais adoré être peintre si j'avais été Matisse ou Monet aussi, bien sûr. Hein. Mais Albert Marquet davantage, parce que c'est pas du tout un obscur, c'est un type très talentueux, mais c'est pas un type très connu. Cela dit, il n'y a pas très longtemps, une petite vue de Porquerolles qui s'est vendue, là, qui est partie. J'avais un papier, là, à Drouot, ou je sais pas quoi, qui s'est quand même vendu 125 000 €. Oui. Donc, il a quand même une cote. Hein, c'est pas de la peinture de fiotte. Alors, ce n'est pas le seul bouquin que vous avez amené. Je vous avais proposé de terminer ce module thématique. Oui, mais c'est trop beau, vous ne pouvez pas m'empêcher de... Bon. Ah, mais je ne vous empêche pas, mais c'est que le temps tourne. Bah oui, moi aussi je tourne, ça m'arrive. Et donc, je vous ai demandé d'apporter votre livre de chevet, et vous m'avez dit tout de suite, Queneau, je vous apporte du Queneau. Oui, voilà, juste en vitesse, puisque le temps tourne plus vite que nous. Raymond Queneau est de loin mon auteur préféré, favori. Et je crois que directement ou indirectement, il a beaucoup influencé mon travail. J'aurais du mal à vous expliquer pourquoi en juste quelques mots. Ce qui est curieux, c'est que Queneau, ça n'a jamais été cité. On n'a jamais cité Queneau à propos de certains de mes films. Sans doute que c'est moi qui suis trop prétentieux. Je ne me réclame pas de Queneau, mais voilà, il y a un petit coup de baguette magique qui vient de lui qui me touche beaucoup. Et alors, quand vous m'avez dit ce serait bien de lire un petit bout d'un bouquin de votre auteur favori, alors je me suis replongé là ce week-end dans Queneau. Et j'ai rien trouvé qui résiste à l'extrait court. Ouais. C'est un exercice difficile. Oui, alors je me suis débiné sur ce coup-là. Et en revanche, je me suis dit, tiens, j'ai en profité après Albert Marquet, que tout le monde ne connaît pas. Je voulais juste vous lire un petit bout de Jean Echenoz, qui est mon auteur vivant. Oui, que tout le monde connaît. Il a eu le concours en 99. Etc. Mais c'est un auteur secret. Hein, c'est pas un auteur tapageur. C'est-à-dire qu'il y a Jean Echenoz d'un côté, il y a Bec Bédé de l'autre. Enfin, vous voyez, c'est pas exactement la même manière de concevoir la littérature, ce qui n'empêche pas le talent de Bec Bédé. Et si je voulais vous lire simplement le début de Au piano, qui est son dernier bouquin, c'est vraiment un auteur génial. Si je voulais vous lire le début, c'est parce que j'aime passionnément les artistes, les conteurs, qu'ils soient écrivains, cinéastes ou autres, qui savent, dès le début, vous prendre par la main et vous emmener dans leur univers. Et là, ça commence comme ça. Et dès qu'on a atteint le temps, vous me dites « coupez ». Non, pardon. Alors, moteur. Deux hommes paraissent au fond du boulevard de Courcelles en provenance de la rue de Rome. L'un, de taille un peu plus haute que la moyenne, ne parle pas. Sous un vaste imperméable, clair et boutonné jusqu'au cou, il porte un costume noir ainsi qu'un nœud papillon noir et de petits boutons de manchette montés en quartz onyx ponctuent ses poignets immaculés. Bref, il est très bien habillé, mais son visage, livide, ses yeux fixés sur rien de spécial, dénote une disposition d'esprit soucieuse. Ses cheveux blancs sont brossés en arrière, il a peur. Il va mourir violemment dans 22 jours, mais comme il l'ignore, ce n'est pas de cela qu'il a peur. Coupé. C'est extra, non? Ah, on est déjà pris, effectivement. Vous dites, je veux connaître les autres pages de ce livre. Vous l'avez lu déjà? Bien sûr. Ah, vous l'avez déjà lu. D'accord. Et ça raconte quoi? Mais ça ne vous regarde pas. Est-ce que ça vous donne envie de lire les autres pages? Mais évidemment, c'est pour ça que je vous le demande. Non, mais ce type est un génie d'écriture, vraiment. C'est bien de lui rendre hommage de son vivant. C'est rare, les hommages. Oui, c'est vrai. Il n'est pas âgé. Enfin, c'est un type qui a 50 ans. Quoi. Rapidement, ça pourrait vous inspirer pour un film? Non, non, sincèrement, non. Il y a un livre de lui qui est Cherokee, qui a été adapté au cinéma. C'est pas réussi? Non, enfin, c'est pas mal, mais... Peut mieux faire. Je ne crois pas. Enfin, moi, je ne m'attaquerai jamais à ça. J'ai fait une fois un truc qui n'est pas une bêtise, hein, mais je me suis attaqué, pardon pour le mot, à un auteur que j'aime passionnément, qui est Patrick Modiano, qui est réputé inadaptable. Ah oui, Villatrice, qui s'est transformé qui est devenu, hélas, au parfum du vol. Le parfum du vol, mais qui était Villatrice. Et en fait, on ne devrait pas adapter les auteurs qu'on adore, surtout ceux qui sont pas facile à adapter. J'ai adapté Simenon aussi, ça c'est plus facile, parce que Simenon était un homme qui écrivait vraiment avec des images fortes, c'était presque un scénario. Quoi. Mais ces gens-là, non, il faut les laisser là où ils sont, c'est des livres, voilà. Merci Patrice. Il aurait pu choisir Roland Dubillard, Michel Blanc, Jean Rochefort, Guy Bedos ou encore Charlie Chaplin. Mais mon invité voue un petit culte à un acteur et humoriste américain inoubliable, Groucho Marx, le plus déjanté des Marx Brothers.
Parce que ça vous convient, Patricia oui, le plus allumé des Marx. J'aimais le plus beaucoup. visuel, peut-être. Oui, mais c'est pas uniquement ça. C'est parce que voilà, j'aimais beaucoup les films des Marx Brothers, et j'ai toujours aimé ça. Mais c'est vrai que Groucho, Groucho pour les puristes, mais on va dire Groucho entre nous, parce qu'il n'y a pas de raison, m'a toujours emballé. C'est celui qui avait les petites lunettes, la moustache peinte, les gros sourcils, le cigare, le frac, etc. Ce qui m'a toujours emballé chez cet homme-là, c'était son irrévérence. Parce que il n'est pas hirsute, il n'est pas farfelu, il semblerait politiquement correct, c'est-à-dire qu'il peut entrer dans une réception où on boit du champagne, machin, etc. On le laissera entrer. Mais une fois qu'il est à l'intérieur, alors il fout la merde. Mais il fout la merde avec infiniment d'aplomb, quoi. C'est pas un anarchiste. C'est juste un fouteur de merde, par le langage, à dire des évidences, à pas se cacher derrière son petit doigt, à pas jouer le jeu. Voilà, l'irrévérence. On se fait plaisir, je vous en cite quelques-unes. Oh bah, allez-y. Alors allons-y. Il est préférable de rester muet et d'être pris pour un fou que de l'ouvrir et de ne laisser aucun doute à ce sujet. C'est bien, c'est très bien. C'est très bien. Bon, de toute façon, on va dire c'est très bien à chaque fois. Non, mais c'est très bien à chaque fois. Le saumon vit dans des boîtes en fer blanc d'où il ne sort que le dimanche soir quand des amis arrivent à l'improviste. Moins bien. Oh, c'est rigolo quand même. Oui, mais vous m'avez dit, on va dire, c'est très bien tout le temps. Je trouve que la télévision est très favorable à la culture. Chaque fois que quelqu'un l'allume chez moi, je vais dans la pièce à côté et je lis. Ça, c'est bon. Et alors ça, c'était pour moi et celle pour vous. Entre deux personnes liées affectivement, il ne saurait y avoir de critique sincère. On cite tout le temps des phrases magnifiques de Groucho, et c'est ça ce qui me le rend sympathique ad vitam aeternam. C'était sa manière irrévérencieuse, justement, de parler aux gens. Et un truc que je préfère par-dessus tout, il quitte une maîtresse de maison. Il est passé un dîner avec des amis, etc. Et en partant, il lui a dit « Madame, j'ai passé une excellente soirée, mais ce n'était pas celle-ci. » Et ça, j'adore ça. Parce que ça, c'est de l'esprit, c'est extraordinaire, c'est inventif. Et c'est très irrévérencieux. Je n'oublie jamais un visage, mais pour vous, je ferai une exception. Je ne ferai jamais partie d'un club qui m'accepterait pour membre. Enfin bon, c'est un génie de ça, quoi. Mais vous êtes fanat aussi. Bon, il a fait des disques, il a animé une émission de télévision qui a eu un succès immense aux États-Unis. Vous avez vu ces choses-là? Non, je ne connais pas ça du tout. C'est plutôt les films, vous, alors? Les films? Dans les films, dans la littérature, c'est-à-dire dans son autobiographie, dans la publication de sa correspondance, etc. Il y a une correspondance qui n'est pas très intéressante avec Groucho, c'est sa fille qui a publié la correspondance qu'elle a eue, enfin qu'il a eue avec elle, correspondance, enfin qu'elle a publiée de manière posthume. Et ça, je trouve que c'est pas une bonne action, parce que c'était un père qui avait l'impression de ne pas être un très bon père, donc il avait des cas de conscience, quoi. Et donc, il s'excuse tout le temps auprès de sa fille de ne pas être un assez bon père. Donc, ce n'est pas une littérature formidable. Et alors, il s'est passé un truc sensationnel, enfin, pas sensationnel d'ailleurs, avec Groucho. Et il s'est passé la même chose avec Raymond Queneau. Vous savez, quand vous adorez les gens, quand vous les aimez vraiment beaucoup, beaucoup, vous avez envie de leur dire je vous aime énormément. Ouais. Voilà. Et puis, vous avez peur de vous trouver un petit peu cono. Voilà, je vous aime beaucoup. Et puis, quoi d'autre? Bon. Et donc, il s'est passé la même chose pour Raymond Queneau et pour Groucho Marx. Raymond Queneau, un ami me dit je sais que tu aimes Raymond Queneau, il était déjà très âgé, mais je connais bien, enfin, j'avais la possibilité de le rencontrer. Et je reculais tout le temps le moment parce que je ne voulais pas, surtout pas. Et j'ai été soulagé le jour où il est mort. Parce que je me suis dit, ouf, je n'aurais jamais à le rencontrer. Je n'aurais jamais à être confronté à cet homme dont j'admire passionnément le travail et que moi, je suis quoi pour aller lui dire je vous aime, quoi. Bon. Sans aucun regret? Non, sans aucun regret. Ça m'a soulagé, vous ne pouvez pas. Et quand Groucho est venu en France au moment du Festival de Cannes qui lui a rendu hommage, il était déjà très âgé. Donc ça la fout mal de parler à un type qui a peut-être beaucoup sur le carafon, quoi. Mais j'avais la possibilité, via Raymond Forlani, enfin bon, bref, peu importe les filières, mais d'aller trouver Groucho, quoi. Et je me suis défilé, j'ai trouvé une excuse pour ne pas y aller et tout ça. Et puis hop, il est mort. Peu de temps après, ça m'a soulagé pour les mêmes raisons. Vous êtes mortifère, hein, pour... Non, je ne souhaite pas la mort des gens. Mais ça m'arrangerait bien le jour où Woody Allen va mourir. Comme ça, j'aurais... Parce que j'ai failli le rencontrer aussi. Mais c'est très enquiquinant de rencontrer les gens qu'on aime vraiment beaucoup, beaucoup. Parce que d'un seul coup, on se sent un peu bête, quoi. On se sent peut-être mise à nu et peut-être
Fragile aussi. Non, non. Mais vous savez, ça a dû vous arriver quand vous aimez le travail de certaines personnes de dire ah bonjour, j'aime beaucoup ce que vous faites. Et vous êtes toujours senti un petit peu bêtasse, quoi, sans doute, parce que la personne qui reçoit ça, elle ne sait pas trop quoi vous dire. Elle vous dit ah merci, bon, ah vous aimez beaucoup, bon. Puis voilà, puis on se trouve cloche. Vous, non vous le recevez très bien. Quoi? Quand on vous dit j'aime beaucoup ce que vous Mais ça me fait faites. vachement plaisir. Oui, bien sûr. Vous savez, il m'arrive, pas 40 000 fois, mais des gens qui viennent spontanément vous dire bonjour, vous avez trouvé un petit peu bête, et puis on a dû vous le dire 100 fois, mais voilà, j'aime beaucoup vos films. Excusez-moi de vous déranger. Alors, vous dites, vous ne me dérangez pas. 2, vous n'êtes pas bête. 3, on ne me l'a pas dit 100 fois. Et 4, ça me fait vachement plaisir, quoi. Bien sûr, tous les créateurs vous le diront. Ça fait extrêmement plaisir quand quelqu'un qui n'est pas un solliciteur, qui n'a rien à attendre de vous, simplement le fait de le dire, quoi. Gratuitement, vient vers vous, généreusement, vous dire ce qu'il pense de vous. C'est épatant. Mais moi, quand je suis dans la position du type qui dit je vous aime, enfin, j'adore votre travail. C'est pas facile de témoigner son admiration. Oui, voilà. C'est sûr. Vous avez très bien résumé ma pensée. C'est mon métier. Oui. Pour finir, je vous ai demandé d'apporter un objet. Ah oui, oui. Ah bah non, c'est une illustration. Voilà. Je ne suis pas collectionneur de Groucho Marx sous toutes ses formes. Donc c'est une coupelle avec son portrait. Je peux la voir? Bien sûr. On peut aller jusqu'où quand on aime... Quand on aime quelqu'un, alors vous visiblement, vous n'êtes pas un collectionneur invétéré, donc... Ah non, 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 moi je collectionne... Vous n'irez jamais mettre un argent fou dans une pièce? Ah non, pas du tout, pas du tout. J'ai 2-3 photos de lui qui m'amusent. Une amie m'en a envoyé une récemment sur Internet où on le voit avec des fixes chaussettes, qui est vraiment une photo formidable. Ça m'a touché. Et puis voilà, des bricoles comme ça pour qu'il se rappelle à mon bon souvenir. Voilà. Non, l'idéal, vraiment, si j'étais prêt à un coup de folie, serait que je me fasse tatouer son portrait sur la fesse gauche, par exemple. Ça, Vous nous le montrerez le jour où vous le ferez? Non? Vous acceptez pas les blancs radiophoniques? Ah ben on accepte le blanc. Ben voilà. Il restera. Ben non, vous plaisantez. Bien sûr que je plaisante. Je vous rends votre précieux objet. Je ne merci beaucoup. Vous en priver. Et merci de nous avoir parlé avec autant de joie de Groucho Marx. Merci Patrice. Mahomet disait ceci: méfie-toi de celui qui n'a aucune faiblesse pour femmes et parfums. Alors aucune raison de se méfier de mon invité qui aime les femmes, la sienne, ses filles, les actrices qu'il filme, mais qui aime aussi les parfums, les odeurs, à tel point qu'il a choisi de nous en parler dans VIP. Patrice Lecomte, vous portez des parfums, vous en changez souvent d'ailleurs. C'est un sens qui est essentiel pour vous. Si un jour vous deviez être privé de ce sens, à jamais, vous seriez malheureux? Oui, je serais très malheureux de ne plus pouvoir se sentir. Je connais quelqu'un qui est privé de ce sens et qui m'a fait cette réflexion charmante en disant oui, bien sûr, je ne peux pas profiter des odeurs délicieuses, mais au moins, quand je vais dans le métro et que ça pue, ça ne me touche pas. Mais c'est une maigre consolation pour moi, parce que les parfums... Enfin, on dit, et c'est vrai, évidemment, que la mémoire olfactive est la mémoire la plus fidèle. Et je constate très, très souvent, quoi, sentir, respirer, se souvenir, le pouvoir d'évocation des parfums est quelque chose de magique, quoi. C'est un monde... Je me demande si ce n'est pas le sens qui me fait le plus chavirer, voilà. Vous êtes un être, oui, très, très sensuel, hein. Non, enfin, je ne sais pas, mais ce que je veux dire, c'est que... Non, très sentimental, ça oui, c'est sûrement. C'est vrai que la moindre des choses, c'est quand même de vivre avec les sens en éveil, quoi, hein. Le toucher, par exemple, ça c'est formidable aussi, le toucher. Mais si je dis le toucher, c'est parce que... ou l'odorat, bien sûr, le sens des parfums, c'est parce que ce ne sont pas des sens qu'on fait travailler, enfin, très souvent. C'est-à-dire que la vue, oui, bien sûr, il faut regarder s'il y a une voiture qui vient quand on traverse. Bon, voilà, c'est idiot, la vue. Enfin, c'est pas idiot, la vue, mais c'est banal, la vue. C'est primordial. Quand on ne sait pas bien regarder, quoi, la vue, l'œil, il marche tout le temps. Et moi, je trouve ça dommage que le toucher ou l'odorat... marche tout le temps, mais de manière inconsciente. Alors que quand on dirige ces sens-là, quand on en est maître un petit peu, c'est vertigineux. Est-ce
que lorsque vous faites un film, par exemple, vous parfumez vos acteurs pour vous aider à... Alors c'est drôle parce que il y a quelque temps, j'avais une conversation téléphonique avec Sabine Azéma, qui est une actrice que j'aime bien, et c'était avant qu'elle ne fasse le mystère à la chambre jaune et le parfum de la dame en noir, puisqu'ils vont tourner le parfum de la dame en noir. Et elle m'a dit, et ça m'a botté énormément, elle m'a dit, je me suis choisi un parfum pour le personnage, c'est un parfum de violette. Et elle joue en se parfumant. Vous savez, il y a des acteurs qui se disent, tiens, quelle tête je vais me faire. Et elle, c'est comment je me parfume pour ce rôle. Et ça me touche énormément. Et j'en ai pas rencontré souvent d'actrices qui font ça. Alors, pour apporter de l'eau à votre moulin, Philippe Torreton, quand il est venu ici, a raconté que quand il a joué Napoléon, on lui a fait sentir le parfum que portait Napoléon. Ah oui. Que ça ne lui avait pas apporté grand-chose pour le rôle, mais que c'était extrêmement émouvant. Oui, mais je comprends ça. Moi, je m'étais amusé. J'ai fait un jour, j'ai fait ça une seule fois, alors que je voudrais bien y retourner. J'ai fait une mise en scène de théâtre et je m'étais dit quand le rideau s'ouvre, je vais souvent au théâtre, et quand le rideau s'ouvre au théâtre, il y a d'un seul coup une espèce de courant d'air, d'odeur de coulisses, de poussière, de vieux fonds de décor qui vous arrive à vous. Bon. Et je trouvais ça insupportable. Et je m'étais dit, tiens, eh bien là, on va parfumer la scène. Avec Et quand le rideau va s'ouvrir, il y aura le parfum que j'aurais choisi pour cette pièce, le parfum qui, à mon avis, représente le mieux cette pièce, qui va arriver tout doucement sur les spectateurs. En odorama. Oui. Et pour qu'on ait déjà, avant même qu'un seul mot soit prononcé, qu'on ait déjà une sensation de cette pièce, de ce spectacle, par le parfum qu'on répand. Et j'ai demandé à Monsieur Laporte, l'artisan parfumeur, qui est un créateur de parfums vraiment formidable. Je lui ai raconté la pièce, il a même voulu la lire, et je lui ai dit, quel parfum vous fabriqueriez pour cette pièce-là? Et je lui ai raconté mon idée, quoi. Et donc, tous les soirs, avec des espèces de flitox, de bombes, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Juste avant, pendant les 3 coups, pendant bam, 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 etc., il y avait un machiniste qui était sur scène et qui parfumait c'est génial. Et ça, vous avez senti les spectateurs attentifs? Oui, mais on a fait ça que les 2 premières semaines de la pièce parce que très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc un peu tartignol, c'est que les gens, quand ils arrivent au théâtre, ils s'habillent propre et tout ça, ils se parfument beaucoup, juste avant. Et alors, donc, il y avait une espèce de lutte entre moi, ce que je balançais de la scène, et les parfums. Alors, ça faisait une espèce de mascaré bizarre, un mélange étrange. Il n'y avait pas d'évanouissement, on m'en a pas raconté, mais... Et puis, il fallait en mettre beaucoup sur scène pour que ça se sente jusqu'au fond. Donc, les acteurs disent oh, « Attends, ça pue ton truc ». Voilà. Alors, on va faire un petit quiz maintenant. Vous allez me répondre. Le parfum de l'enfance pour vous? Oh, le parfum de l'enfance, je dirais la plage à marée basse. Le parfum de Paris? Le parfum de Paris, c'est le métro. Ben si, bien sûr, parce que je suis provincial. Donc, quand je suis monté à Paris, comme on dit, c'est l'odeur du métro qui me... Parce que c'est la même depuis toujours. Alors, le parfum de Tours? Oh, je dirais une boulangerie-pâtisserie à l'époque où j'étais très gourmand. Pour finir, le parfum de cette émission? Le vôtre qui arrive jusqu'à moi. J'espère que ça sent bon. Ça sent très bon, oui. Bon, merci. Cette émission se termine. Je vais vous citer. Les seules émissions utiles sont celles où l'on s'amuse. Alors? Qui a dit ça? Vous. Moi? Oui. Oh, j'étais sûr. Est-ce que je me suis amusé? Ah, c'est ça la question. Je ne sais pas, je m'inquiète. Les seules émissions utiles, est-ce qu'on a fait une émission utile? Dites-moi. Non, ça ne sert à rien d'être utile, de toute façon. Mais ça sert de s'amuser. Nous cherchons à être féconds plus qu'utiles. Oui, oui. Non, c'est moi qui vous pose la question. Est-ce que vous êtes ennuyé, quoi? Ah bon, moi, personnellement, pas du tout. Ah bah, alors ça va. Alors, c'est une émission réussie. Je vous remercie beaucoup, Patrice Lecomte, d'avoir accepté notre invitation. Et moi, je vous souhaite de ne pas prendre votre retraite trop vite, quand même. Et je ne sais pas quand ce sera, mais ce sera. À nous aussi. Bon, merci. Au revoir et à bientôt.